Ah bon. Bonjour à tous, t'as ton micro coupé, Martial, je crois. Ouais, je démarre bien, tiens. Ça, Voilà, tu démarres en silence. c'est la perte des habitudes suite Ah, aux vacances. ça fait longtemps, c'est pour ça, là. Ça y est, on revient, mais les habitudes se perdent vite. Ouais, il a fallu se refamiliariser avec un peu l'interface Twitch aussi, donc parfait. Bon, tout va bien. On espère que vous avez passé de bonnes vacances. Tout repart sur les chapeaux de roue. Pour nous, c'est un petit peu le cas, non, Marco? Ouais, c'est pareil. Oui, là, septembre, là, entre la rentrée scolaire et les projets, là, il y a pas mal d'activités, là, donc tant mieux, mais c'est intense, là. Les vacances, on en a bien profité, là. Mais elles sont loin déjà. Ouais, tout à fait. Donc, on continue notre série mensuelle de It's Time pour explorer l'univers Time Tonic. Donc aujourd'hui, on va, comme on Le l'a un petit premier peu... toujours en pareil, même créneau, hein, je leur dis, parce que ça fait peut-être toujours premier jeudi de chaque mois, hein, toujours voilà, même horaire à 13h sur le Twitch No Code France. Voilà, on a juste fait une petite pause juillet-août, une petite pause estivale. Donc là, on continue à explorer l'univers Time Tonic. Donc aujourd'hui, ça va être, comme on l'a un petit peu annoncé, en mode interview, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Eric Boulet. Donc, vous allez le découvrir un petit peu son parcours, ce qu'il fait, ses usages de Time Tonic. C'est vraiment un plaisir pour nous. Alors, je pense que c'est Marco, tu partages mon avis, car Eric est un des utilisateurs avancés, experts de Time Tonic dans différents secteurs industriels. Donc voilà, je pense qu'il a énormément de choses à nous apprendre. Donc il Donc, est connu dans le microcosme voilà, des time toniciens, mais c'est vrai que moins connu de l'extérieur. Donc là, c'est un peu l'occasion de mettre un peu les spots sur lui aujourd'hui. ouais, tout à fait. Donc, Eric, salut. Oui. Bonjour à tous. Donc ça y est, on est en live pour de vrai. Très bien. Bon, j'ai un problème de luminosité, donc effectivement, je n'ai pas forcément la bonne caméra qui va bien. Mais écoutez, content de vous rejoindre. Une première pour moi dans un live de ce type. Et puis, l'honneur, il est plutôt pour moi et partagé. Plein d'éloges et peut-être trop d'éloges pour le coup d'un coup. Mais en tout cas, heureux d'être parmi vous. Et donc voilà, l'idée en fait, c'est de partager, de faire un retour d'expérience client et de faire un retour également d'expérience sur un usage Time Tonic, une approche autour de la GMAO. Voilà, et de partager un petit peu comment on peut imaginer développer une GMAO sur Time Tonic. Et donc là, ce sera une présentation parmi d'autres. Voilà le programme de la séance. C'est parfait. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser les questions dans le chat en fonction de la question, du contexte, etc. On verra si on arrive à y répondre tout de suite ou sinon on la garde pour plus tard, pas de souci. Bon, vous commencez à être rodé à l'exercice, peut-être plus que nous. Donc, on démarre. Eric, tu avais un petit support peut-être à nous partager avant de... Oui, Si alors normalement il est en ligne. Ouais, donc voilà. Ça c'est bon. Parfait, voilà. très bien. Bon, on va pas trop s'attarder sur ça, mais l'idée c'est quand même de se présenter à minima. Donc, on est une société de conseil basée dans le sud-ouest, à Cahors et à Blagnac à côté de Toulouse, et on est 16 collaborateurs. Et on intervient auprès de TPE, PME autour d'un certain nombre d'activités que vous pouvez apercevoir en bas. Donc on est essentiellement des intervenants seniors, et l'idée de l'ensemble de ces activités, c'est de pouvoir répondre à tout ou partie des problématiques de nos clients,
Donc on peut très bien intervenir sur une des problématiques comme sur 3 ou 4 ou 5, et donc évidemment pouvoir intervenir à 4 ou 5 experts sur une même entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que le numérique fait partie évidemment de ces activités-là, et on peut être amené à intervenir consécutivement à une problématique identifiée, soit au niveau de l'organisation industrielle, soit au niveau de la stratégie d'entreprise, et cetera. Donc l'ensemble de ces activités-là ont souvent une forte interaction. Et donc, depuis longtemps déjà, on intervient sur la partie numérique, notamment autour de projets ERP. Et puis, depuis 3 ans, on s'est intéressé au no-code, tout simplement parce que ça fait partie des besoins sous-jacents que l'on peut identifier chez nos clients. Je vais y revenir juste après. Donc, pour ma part, donc moi j'ai 25 ans d'ancienneté dans l'industrie, du bois initialement, et puis ensuite... Tu pouvais t'arrêter à j'ai 25 ans, hein. Tout à fait. Surtout qu'on ne me voit pas bien, donc c'est vrai que ça pourrait passer. Voilà, donc autour de différentes activités, méthodes, responsables de site ou responsables de systèmes d'info ou moyens généraux. Voilà, et dans différents secteurs d'activité. Et donc on a été amené à travailler sur le no-code, tout simplement parce que nos PME ont beaucoup de besoins, mais pas forcément beaucoup de réponses, hormis des outils métiers très ciblés, ou encore des ERP. Mais toute la difficulté de nos entreprises, c'est de trouver des compromis, parce que c'est forcément des compromis entre les usages et les outils. Mais au travers de ça, il y a quand même aussi des choses qu'on ne trouve pas. Et donc le no-code a toute sa place dans cet univers-là. Il n'a pas vocation à remplacer des ERP ou des outils métiers, mais par contre à être un facilitateur ou un démonstrateur, comme on pourra le voir un petit peu dans la séance. Et du coup, excuse-moi, je vais t'interrompre. Quand je vois ERP, donc tu as travaillé sur des ERP classiques, hein, j'imagine, et des gros systèmes. Et est-ce que vous travaillez avec TimeTonic, vous interconnectez les ERP avec TimeTonic, ou remplacez une partie des ERP, où il y a peut-être plusieurs cas de figure aussi? Oui, alors souvent, de toute façon, on vient en interaction avec le système. On a très peu de cas où TimeTonic remplacerait un système, tout simplement parce que même le ERP ne remplace pas tout le système. Il y a toujours un fichier Excel qui va traîner à droite à gauche et qui a toute sa place également. Donc ça fait partie de l'écosystème, mais effectivement, alors on ne fait pas d'interfaçage direct via des API, souvent parce que les besoins ne nécessitent pas d'aller vers des API qui ont un coût supplémentaire, mais souvent par le biais d'échanges de données via des fichiers plats. Voilà, donc très souvent, effectivement, on a de l'interfaçage avec des ORP ou encore des gestions commerciales. Voilà. Ouais, alors, pour sortir un petit peu du cadre TimeTonic, là, tu parlais que vous êtes intéressé au no-code. Alors, vous y étiez intéressé en commençant par quel outil? Est-ce que c'est directement TimeTonic qui est ressorti? Vous avez déjà eu un œil sur d'autres outils? Alors, on a eu l'occasion de démarrer avec Airtable dans un cadre de partenariat avec un autre cabinet conseil. Et c'est là où on a justement découvert cette capacité no-code. Et très rapidement, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire avec nos clients. Et on s'est dit, bon, ok, Airtable, c'est plutôt anglais, c'est hébergé ailleurs qu'en France. Donc on a très rapidement essayé de trouver quelque chose qui était plus en accord avec nos besoins. Donc on a essayé une dizaine d'outils, et finalement TimeTonic est ressorti un petit peu du lot. Comme toujours, il n'y a pas de mauvais choix, il y a un choix qui à un moment donné doit être assumé. Mais en tout cas, voilà, c'est celui qui nous a paru être le plus en phase avec nos besoins, et évidemment ceux de nos clients, quoi. Voilà. Donc après, comme on n'a pas non plus
toutes les ressources que l'on souhaiterait. On a souhaité s'embarquer sur un outil et essayer de faire en sorte de l'utiliser au maximum de ses capacités avant d'imaginer aller chercher autre chose. Alors on travaille avec d'autres outils comme d'automatisation quand même, Zapier entre autres, ou bien des outils d'ossérisation comme Mindy. Mais sinon, sur l'aspect vraiment gestion de données, on essaye de se concentrer vraiment sur TimeTonic et de faire en sorte que tout est hébergé autour de cet environnement-là pour faciliter l'exploitation qui est derrière, mais aussi pour pas se disperser, parce qu'en termes de compétences, il faut quand même gérer ensuite les évolutions et les montées en compétences et les recrutements qu'on peut associer à ça. Donc voilà. Ok, merci. Ça permet de mettre un petit peu en perspective voilà, comment vous êtes arrivé sur TimeTonic au sein de Socodit. Voilà, donc on peut peut-être passer au cas d'usage. Donc sur la slide suivante, hop, que je vous fais passer. Donc on a été amené à intervenir dans une entreprise, donc la carrosserie Artière, lors d'un diagnostic sur la performance industrielle. Donc c'est une carrosserie familiale basée à Millau, qui fait de la transformation et de l'aménagement de véhicules. Et donc, lors du diagnostic sur la performance industrielle, on a un atelier digital, et lors de cet atelier, on a identifié une problématique autour de la nécessité d'avancer sur un développement applicatif, c'est-à-dire qu'ils ont un ERP, et puis à côté de ça, un applicatif sous Access, qui a été développé par un prestataire externe. La difficulté, c'est, au-delà de la compréhension des besoins, c'est aussi le temps de réalisation de ces développements-là, quoi. Donc on a fait un atelier, du coup, TimeTonic, no code, avec l'idée de se dire, sur l'expression des besoins, sur les besoins actuels et les besoins futurs, est-ce que un outil no-code permettrait de répondre à la fois aux besoins de gestion, mais également sur l'aspect temporalité, et donc derrière de pouvoir rapidement accéder à un certain nombre de nouveaux leviers. Et donc, on a fait un atelier pratico-pratique, et au bout d'une demi-journée, en fait, on a réussi à faire l'équivalent de ce que faisait l'application, qui avait été développée en quelques mois. Et on a pu démontrer aux clients tout le potentiel qu'on pouvait aller chercher rapidement au regard de ce qui avait été développé en une demi-journée. Et donc, c'est ce qui a séduit le client. Et donc, suite à cet atelier-là, on a décidé de cadrer un peu mieux le sujet et d'engager le projet. Par contre, quand tu dis on a réussi en une demi-journée à faire l'application, enfin l'équivalent de l'application qui avait pris quelques mois à développer, le on, c'est les équipes de Socodit qui avaient déjà un niveau de maîtrise de TimeTonic assez avancé. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas avec le client, co-construction, etc. C'est vraiment vous qui avez tout construit, donc en connaissant déjà tous les rouages, les automatismes de TimeTonic. C'est l'avantage et la force d'une boîte vide, hein, c'est qu'effectivement, comme sous Excel, on peut faire un peu ce qu'on veut. Toute la difficulté, c'est la stratégie à adopter pour essayer de répondre au mieux aux besoins. Donc, alors le on, effectivement, c'est nous et notre capacité à connaître TimeTonic, mais aussi le client qui, au fur et à mesure de l'exercice, puisqu'on a fait l'atelier ensemble, hein, vraiment, s'est piqué au jeu parce que finalement, il aime ça, il a aimé ça. Effectivement, et en fait, on a profité de cet exercice-là pour faire aussi une formation action. Et le client, finalement, ça lui a permis de voir finalement le côté intuitif.
et de décider du coup de prendre en charge l'outil à partir du moment où on avait atteint un certain niveau de développement. Et aujourd'hui, j'interviens quasiment plus sur le sujet. Il y a que lui qui suit le projet et qui développe les besoins d'aujourd'hui. Et finalement, il a même pas suivi de formation avancée. C'est le travail que l'on a fait conjointement en formation action qui lui a permis d'avancer et qui lui permet aussi aujourd'hui d'avancer sur le sujet. Bien évidemment, il passe, j'imagine, quelques heures à côté pour se former ou s'auto-former, mais en tout cas, voilà, je dirais que l'atelier a permis, de démontrer la capacité du no-code à répondre de façon pratique et rapide à certains sujets de développement, mais aussi la capacité à finalement, à partir du moment où on a une appétence numérique, pouvoir relever un petit peu le défi, même si ça reste du développement et que quelque part, il faut pas essayer il faut faire attention à pas reproduire ce qu'on fait souvent sous Excel. Le jour où la personne n'est plus là, l'Excel, on peut le mettre à la poubelle, quoi. Donc voilà, ça reste des registres informatiques. Bon, dans ce cas de figure-là, effectivement, vous verrez un petit peu tout à l'heure, mais on peut se poser la question de la pérennité de l'application en cas d'absence, mais ça fait partie des petits sujets parce que je continue à accompagner cette société. Et du coup, finalement, quelque part, voilà, c'est documenté, quoi. Excuse-moi, quelque part, ce qui leur a plu, c'est à la fois la vitesse, de voir que ça pouvait aller vite, mais surtout aussi de pouvoir être partie prenante vraiment du projet, quoi, d'être acteur quelque part, hein, finalement, d'avoir une posture différente, quoi, vraiment de coopérer directement dans le projet. Ouais. Exactement. Et de pas forcément attendre des mois ou des semaines après un applicatif pour s'apercevoir que ça marche pas et de relancer encore un bout de code. Enfin, voilà. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, c'est un sujet qu'il vit à côté puisqu'ils ont un ERP sur lequel ils ont demandé à faire un développement complémentaire autour de la planification. Ça fait plus d'1 an maintenant et c'est toujours pas en production et c'est un sujet qui est très irritant chez eux, quoi. Et donc on s'est posé la question. Alors moi je leur avais proposé éventuellement, et c'est là tout l'intérêt peut-être aussi de ce type de plateforme no-code, c'est de pouvoir caractériser des besoins sans passer forcément par des cahiers des charges dont on sait que les éditeurs sont peu enclins à les lire de bout en bout. Mais en tout cas, ça peut servir de démonstrateur sur des usages et de pouvoir se dire, voilà ce que je veux demain, et de pouvoir du coup mieux définir ses besoins quand au départ, c'est pas forcément évident quand on n'a jamais fait l'exercice. Voilà. Donc, bon. Tu nous expliquais dans les échanges qu'on a pu avoir auparavant que tu te servais également de TimeTonic comme cahier des charges ou pré-cahier des charges. Comme un MVP quelque part. Hein, exactement, tout à fait. C'est ce que je fais actuellement dans une autre entreprise autour de la planification, justement, où là, clairement, on a annoncé dès le départ du projet, entre l'éditeur de l'ERP, nous-mêmes et le client, de se dire, écoutez, on va faire quelque chose sur TimeTonic, et in fine, on verra si c'est quelque chose qu'on va laisser dans TimeTonic ou sinon, ça fera partie du cahier des charges pour un développement spécifique côté ERP, ou alors spécifique ou non, si l'éditeur il juge qu'il y a un intérêt à se l'approprier. En tout cas, le deal, c'était ça au départ. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça va rester dans TimeTonic au regard de tout le développement que l'on a fait, parce que c'est tellement spécifique aux clients que je ne pense pas que l'éditeur ERP, ça peut l'intéresser pour tout ou partie, mais peut-être pas pour l'ensemble. Et du coup, ça va rester dans TimeTonic, c'est ça, de complètement finalement. Donc, quelque part, le ERP, il a été fait à TimeTonic, quoi. Oui. Ouais, donc là, pareil, avec une intégration des données par fichier CSV, et ensuite, il y a toute une partie planification et plan de charge que l'on fait dans TimeTonic. Et dans les autres exemples où quelque part le MVP TimeTonic entre guillemets suffit pas, qu'est-ce qui fait souvent
la limite en fait? Est-ce que tu as plusieurs cas de limite en tête ou ou c'est assez différent à chaque fois? Les limites de Time Tonic? Ouais, qu'est-ce qui fait que du coup finalement le MVP ne suffit pas? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent plus de personnalisation visuelle ou est-ce que c'est parce que, une raison X ou Y? Enfin, ça peut être Alors la autre chose première, aussi. ça reste quand même l'image que l'on a, enfin côté entreprise, hein, que les entreprises ont de l'ERP, hein, qui reste le fil conducteur, l'outil principal et de gestion. Ça, c'est très marqué quand même dans nos entreprises. Et effectivement, cette approche no-code qui est un peu déroutante pour certains ont du mal à se dire que ça peut être un outil à part entière, alors qu'à côté de ça, ils font des outils Excel plutôt pointus. Donc c'est vrai que voilà, il y a des mentalités à faire changer. Après, dans certains cas, c'est tellement spécifique que ça exige du code, et c'est là où le no-code a ses limites. Et puis parfois, mais peu de cas de figure, en tout cas pour ce qui nous concerne, peu de cas de figure, mais dans certains cas, l'interface peut être un frein, mais dans 95% des cas, c'est pas un frein aujourd'hui. C'est la mentalité finalement, peut-être presque le plus gros frein, hein, des fois. Oui, tout à fait. Mentalité, le fait qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, l'ERP, ça reste l'organe principal et l'idée aussi que c'est l'ERP qui doit tout faire. Ça aussi, ça reste parfois marqué, alors qu'on essaye de leur faire prendre conscience qu'il y a toujours un écosystème, ne serait-ce que des applications métiers, de dessin, etc., qui font que l'ERP ne fait pas tout par défaut. Souvent, la compta est externalisée ou la paye, etc. Donc, on a des environnements qui sont forcément hybrides, mais c'est vrai que cette colonne vertébrale ERP reste quand même quelque chose de fort chez les clients. Mais bon, voilà, dans certains cas, en fonction de la maturité aussi sur l'aspect numérique, c'est vrai que quelquefois ça match, quoi. Voilà, donc est-ce que tu as une taille d'organisation que tu accompagnes le plus souvent là, ça va de 15 à 60 personnes, à peu près. Voilà, sur plein de cas de figure, hein. Là, pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur tous les cas d'usage que l'on a pu avoir à traiter, entre 15 et 20, on a toujours réussi à répondre aux besoins. Bon, là, c'est là où il faut être malin et bien connaître l'outil, parce qu'effectivement, on ne pense pas forcément à tordre l'outil, dans le sens, il y a plusieurs approches possibles. Il y en a certaines qui ne sont pas bonnes, d'autres qui sont meilleures. Mais pour le moment, par rapport encore une fois aux besoins évoqués, on a toujours réussi à répondre. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ce qui nous fait dire aussi que Time Tonic reste quand même une plateforme plutôt costaud, avec sa couverture fonctionnelle. Bien évidemment, après, il y a des sujets sur lesquels on ne va pas dès qu'il s'agit de faire beaucoup de design ou encore du code avec des calculs très très sophistiqués, quoi. Voilà, donc après, dans la démarche plutôt classique, effectivement, à partir du Go, on opère un travail autour des processus, du maquettage avec des itérations systématiques. Donc on essaye d'avancer doucement. Là, pour le coup, c'est un retour d'expérience. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller trop vite au départ. Et les clients ne sont pas forcément très, très à même de s'exprimer sur des besoins, ou en tout cas ne sont pas forcément sûrs, ou croient être sûrs, et puis au final, quand il s'agit de mettre le sujet en pratique, ça peut être tout autre. Donc en fait, l'idée vraiment, c'est de travailler, en tout cas au début, sur des choses simples, en évitant d'aller trop loin sur de l'automatisation, sur du maquettage, ne serait-ce que pour dire, ok, est-ce que c'est bien ça, et quitte à ce que d'une semaine à l'autre, on avance, mais au moins on ne s'éparpille pas et on ne fait pas les choses pour rien. Voilà, puis après... Oui.
On a une question de Xavier, justement. Est-ce que tu as des exemples par rapport aux calculs que tu ne pouvais pas mettre en place sur TimeTonic, des calculs trop complexes, tu disais que des fois, ça ne convenait pas? Alors, Les types de typiquement, calculs. par rapport au domaine industriel, tout ce qu'on a autour des calculs des besoins. Calcul des besoins, c'est-à-dire qu'on a des données d'entrée, des besoins de quantité liés à des articles, etc. À côté de ça, on a des stocks. À côté de ça, on a des ordres de fabrication dans l'atelier. Et donc, les nouvelles commandes, elles, vont devoir être servies par soit du stock, soit des éléments qui sont en train de se fabriquer. Et donc, à un moment donné, cette commande-là, il va falloir lui donner des éléments constitutifs. Et en fait, il y a un calcul des besoins qui va pouvoir dire, bah, sur cette commande-là, j'ai besoin de tant de matière qui est en stock ou en cours d'achat ou pas du tout, ou j'ai besoin de telle pièce qui est en cours de fabrication ou qui a été mise en stock. Et donc, cette commande-là, je peux la livrer ou je peux pas la livrer. Et toute cette partie-là, bah, c'est beaucoup de calculs, plutôt fort, hein, très très avancé, puisque derrière, mon besoin, bah, j'ai besoin de telle matière, ok, mais c'est pas suffisant. Combien? Est-ce que c'est en stock, pas en stock, comme on vient de le dire, mais c'est aussi à quelle date tu en as vraiment besoin. À quelle opération ça arrive pour que j'achète pas trop tard, ni trop tôt, etc. etc. Donc c'est très très complexe. Et donc ça, évidemment, ça fait partie vraiment pleinement de ce que peut offrir un ERP. Et l'idée, c'est de ne pas réinventer cette partie-là qui est vraiment très complexe, de la même manière qu'un ordonnancement. Aujourd'hui, ça fait appel à beaucoup de calculs. Il y a des outils qui sont développés spécifiquement pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt d'aller s'interfacer. Et là, l'intérêt de TimeTonic, c'est plutôt d'aller de transmettre un certain nombre de données à ces outils métiers pour que bah, derrière, ils puissent restituer la valeur de délai, par exemple, ou la quantité à acheter à telle date. Voilà. Mais en tout cas, nous, on ne fera pas le choix d'aller titiller ce genre de sujet parce que c'est beaucoup trop complexe. Même avec un Excel, un auto-Excel derrière, ce serait une usine à gaz et je ne sais même pas si on y arriverait, quoi. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Calculer un stock virtuel à date en fonction de toutes les entrées et sorties voilà, théoriques, c'est sur TimeTonic, ça serait compliqué, ouais, clairement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, tu rajoutes la notion de gamme, de nomenclature. Enfin bon. Alors, les gammes et les nomenclatures, on le fait, hein, puisqu'on a mis en place une petite gestion de fabrication. Donc, la création de gamme, la création d'OF, de fabrication, etc. Il n'y a pas de difficulté, avec du temps pointé dessus. Franchement, ça marche bien. Par contre, on ne fera pas un ordonnancement dessus, quoi. OF, c'est ordre de fabrication, hein, c'est ça? Oui, hein c'est ordre de fabrication. Peut-être préciser, je ne sais pas si tout le monde. C'est le mix entre la gamme et puis la gestion de la temporalité, des dispos, etc. qui rend la chose complexe. Ouais. C'est ça. Voilà, donc les besoins liés à la carrosserie, liés à la carrosserie, donc c'est effectivement, c'était dans le cas de la carrosserie Artière, c'était la préparation à la fabrication des pièces de tôlerie, puisque pour fabriquer un véhicule, bah, il faut parfois des dizaines de pièces. Là, sur certaines affaires, il peut y avoir une centaine de pièces de tôlerie. Et donc, la difficulté pour le client, c'était d'assurer un suivi vraiment pièce à pièce pour que lors du montage du véhicule, mais on n'ait pas à se dire « Ah mince, il manque une pièce, et donc du coup, il faut mettre le véhicule de côté » en attendant que la pièce se fasse. Voilà, donc c'était d'avoir un suivi précis de ces pièces et d'automatiser aussi les flux pour dire ok, le programme d'usinage a été fait, la préparation a été faite, le débit a été fait, etc. etc. Voilà, et donc pas de difficulté en soi, si ce n'est finalement d'avoir à disposition des données, d'avoir à disposition de la documentation pour l'atelier et d'avoir une partie mobile puisque aujourd'hui dans l'atelier ils travaillent avec des tablettes. Voilà ce qui a été démontré lors du premier atelier et qui a fait en sorte que le client était partant pour aller avec TimeTonic. Voilà, donc après, je sais pas, je vais peut-être dérouler. Hop.
ici. Bon, très rapidement, sur le processus qu'on avait validé avec le client, c'est que on a, côté bureau d'études, un logiciel de dessin 3D avec des nomenclatures, et on récupère en fait les nomenclatures de ce logiciel-là dans TimeTonic. Et à partir de là, on crée une affaire et un dossier de tôlerie dans lequel on vient ensuite agréger d'autres données comme des plans ou des commentaires associés aux opérations. À partir du moment où on a la liste de ces pièces, eh bien, on va essayer de les regrouper par un certain nombre de critères pour faciliter derrière la découpe laser, c'est-à-dire que quand on va sélectionner une tôle, eh bien, on va essayer de regrouper les pièces qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire de l'épaisseur ou de la nuance matière ou encore de la finition. Et donc, au regard de ces critères-là, eh bien, dans TimeTonic, on va faire des regroupements et envoyer tout ça sous forme de fichier CSV dans un logiciel qui va, lui, réaliser le programme machine. Voilà. Derrière, on récupère la valeur pour simplement dire « Ok, le programme est fait, pas fait ». Et ensuite, on va compléter éventuellement les données techniques là pour les donner ensuite aux ateliers de découpe ou de pliage, où là, les opérateurs renseignent sur la réalisation de ces pièces-là, ce qui permet en fait ensuite au pilote de pouvoir savoir ce qui se passe en temps réel. Voilà de façon macro le processus. Donc rien d'extraordinaire en termes de développement, si ce n'est voilà, la vision ici client avec des affaires et le pourcentage d'avancement de chaque affaire sur la réalisation de chaque pièce, notamment par exemple au pliage. Je peux vous montrer un petit peu dans TimeTonic comment ça se déroule. Alors, hop, je vais... Du coup, ouais, tu disais qu'il utilise la tablette dans les ateliers Oui. via l'application TimeTonic ou alors via un accès navigateur sur la tablette? Non, là, via l'application TimeTonic. Voilà, donc là, on est sur la version administration, mais sur la partie pliage, par exemple, donc on va retrouver l'ensemble des affaires. Et donc au préalable, évidemment, il y a eu tout le travail de définition, de regroupement des pièces, etc. Et derrière, on va retrouver pour chaque affaire un certain nombre d'informations, un plan d'ensemble, une fiche de fabrication et évidemment derrière l'ensemble des pièces qui sont à réaliser. Donc on voit ici que ces pièces-là, elles sont à l'état à programmer ou à dégrapper. Donc pour le moment, au niveau du pliage, je n'ai pas la possibilité d'engager ces pièces-là, mais on va retrouver l'ensemble des données nécessaires à la fabrication derrière, côté atelier. Bien évidemment, cette vue-là sert au pilotage, et ensuite, le manager, lui, va affecter les ressources avec un planning qui va être dédié aux différentes personnes dans l'atelier, où là, effectivement, il a une vue exhaustive de ce qu'il a à faire. Là, pour le moment, il y a 3 affaires qui ont été préparées, et donc, sur la version mobile, il va pouvoir sélectionner l'affaire en question, et ensuite pouvoir la traiter avec un certain nombre d'informations voilà, sur la palette prête à plier, etc., ou à dégrapper, ou encore, ici, c'est encore à programmer, donc pour le moment, il peut engager l'affaire, mais il ne peut pas complètement la terminer. Voilà, et bien évidemment, la possibilité de mettre des opérations, enfin des commentaires sur l'opération, qui permet d'alerter le gestionnaire, de pouvoir faire des photos s'il y avait besoin. Voilà. Donc, les besoins en soi, c'est surtout le traitement de la donnée. Et donc, en ça, TimeTonic sait très bien faire. Et la possibilité d'avoir, côté atelier, des tablettes. Donc là, comme je n'ai pas l'interface, je vous ai fait juste un imprimé écran que je vais vous montrer. Justement, au sujet des tablettes, on a une petite question de Xavier.
Est-ce que le mode offline, ça a été un sujet que vous avez abordé dans la définition du projet? Alors, chez ce client-là, oui, ça a été abordé. Alors lui, il le voit plus côté administrateur, enfin gestionnaire, plus qu'atelier, parce qu'effectivement, il leur est arrivé d'avoir une coupure réseau. Bon, c'est un sujet qui a été évoqué dès le départ. On a fait quand même le choix d'y aller. Et aujourd'hui, sur une année maintenant qui s'est écoulée, voilà, il s'est peut-être passé une fois ou deux où il y a une coupure réseau qui a duré une demi-journée. En ça bloque pas effectivement l'atelier puisqu'on est sur tablette et sur l'application mobile. Mais effectivement, côté gestion, il n'a pas pu préparer comme il voulait, quoi. Voilà. Ou alors, il le fait à l'ancienne, évidemment. Papier, crayon, et on y va. Voilà, donc ça reste de toute façon... c'est pas suffisant pour que derrière, on puisse remettre en question le projet. Par contre, et dans d'autres cas, effectivement, là, on a un développement en cours sur un parc de stockage. Et là, effectivement, la question, c'est vraiment d'avoir une application qui embarque les données, qui permet de travailler hors ligne, parce qu'effectivement, la connexion réseau peut être interrompue sur la surface du parc. Dans un parc extérieur, tu es dépendant à 3, 4, 5G. Tu n'es pas forcément un réseau d'entreprise où tu peux avoir un déploiement de Wi-Fi dans tous les locaux, etc., quoi. C'est ça. Voilà, donc là, sur la partie atelier, eh bien, on a ici, en visuel, donc sur la tablette, en fait, la partie haute, c'est Time Tonic, avec le nombre de pièces à fabriquer et le plan. Et sur la partie basse, la possibilité de voir le plan en question et de pouvoir zoomer, ce qui était très apprécié par les équipes. Quand on a des plans comme celui-là qui embarque petit croquis, il faut pouvoir zoomer, sinon c'est pas possible. Voilà. Donc ça a été apprécié parce que même des plans édités papier dans l'atelier, parfois c'était encore trop petit en termes d'édition. Donc là, le fait de pouvoir zoomer numériquement, ça a été très apprécié par les équipes dans l'atelier. En plus, le plan, il est éclairé quelque part. Si c'est l'écran, ça peut être un avantage des fois quand c'est un peu sombre ou suivant l'éclairage. Oui. C'est vrai que... Tout à fait. Là, les équipes de prod ont très très vite été moteurs sur cette partie mobile. Parce que il y avait beaucoup de plans qui se perdaient, ou des plans qui prenaient du format A0 parfois, ou du 2x A3. Enfin, donc c'est vrai que c'était un peu laborieux. Et puis la possibilité de savoir exactement le nombre de pièces à faire, les quantités, et de pouvoir aussi embarquer des caractéristiques de la nomenclature, comme les cotes, tout simplement. Et donc derrière, de pouvoir dire, tiens, cette pièce-là, elle doit faire tant, donc j'ai un contrôle à faire, ou bien un contrôle de surface, parce que dans l'application, on fait un calcul de surface qui me permet de calculer derrière le volume de surface à donner à la peinture et d'avoir un coût directement, alors qu'avant, il le faisait à la main, prenait la calculette, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on a avancé, en fait, l'équipe s'est aussi... investi et a été chercher d'autres usages parce que ça a créé comment on dit, un effet boule de neige, quoi. Voilà, donc au bilan, finalement, entre le go et la phase de test, il s'est passé 3 mois, et puis on a passé 2 mois grosso modo à faire des tests. Bon, ça reste une approche parce qu'effectivement, le client derrière n'a jamais vraiment arrêté. Aujourd'hui, c'est un peu plus stabilisé, mais je vois qu'il continue quand même à développer sur les autres ateliers, puisqu'il a plusieurs ateliers, tôlerie, bois, mécanique, peinture. Voilà, donc très très satisfait de l'usage. Bien évidemment, après, dès le départ, on savait très bien qu'on ne ferait pas de code, mais finalement, ça n'a pas limité le projet. Et côté client, effectivement, beaucoup de gains sur la préparation, le fait d'avoir les plans sur la tablette,
Le suivi temps réel, puisqu'avant il le faisait manuellement, hein, chaque jour il faisait le point avec l'équipe et il renseignait manuellement l'outil pour savoir ce qui restait à faire. Là, du coup, c'est pris en charge directement par l'atelier. Et évidemment, le gain de temps sur les nouveaux usages que le client peut faire lui-même et ne plus forcément attendre après un tiers. Donc ça, c'est vraiment les gros bénéfices qu'il en retire et sur lesquels il s'est exprimé. Et puis, les éléments déterminants de notre accompagnement, c'est évidemment le démonstrateur, hein, ce qui a permis de lancer le projet. Ce qu'il a beaucoup apprécié, évidemment, c'est le fait qu'on se déplace chez lui, qu'on parle le même langage, qu'on se comprend rapidement sur les sujets, parce qu'on connaît les métiers. Et c'est aussi notre capacité à être conseil aussi sur les bonnes pratiques industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client il travaille d'une certaine manière. Nous, on est en capacité de potentiellement remettre le schéma en question, le schéma établi en question. Donc c'est ça qui a aussi été apprécié parce que souvent quand on fait des choses, on les fait aussi à un moment donné par habitude ou par manque d'expérience, on prend un schéma qui nous paraît être le plus opportun à l'instant T, et puis finalement, au fur et à mesure, ou parce qu'on n'a pas les bons outils, eh bien, on invente des schémas qui ne sont pas du tout industriels, et donc au bout d'un moment, finalement, vous ne faites plus la différence entre la bonne pratique et le schéma qui a été dévoyé. Donc voilà, nous on apporte cette partie-là qui est quand même importante. Et dans le cas de la carrosserie, le process, je ne sais pas si on peut dire le process actuel ou idéal de la carrosserie a réussi à rentrer dans TimeTonic. À aucun moment TimeTonic n'a impacté le process par des contraintes. Non. Alors, après, effectivement, dès le départ du projet, le client quand même nous a dit est-ce qu'on peut rajouter un bouton, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, parce qu'en fait il était habitué à faire des demandes spécifiques et à avoir un informaticien derrière qui lui réponde quelque part à oui à presque tout. Donc c'est effectivement de créer une rupture dans ce sens, mais c'est là où dans le projet ce qui est important, c'est de pouvoir dire c'est quoi le coût bénéfice-risque de chaque chose, quoi. Ton bouton, si je le mets pas, ça te fait perdre quoi ou ça te fait gagner quoi, et c'est quoi le coût-bénéfice de tout, parce que si effectivement le projet c'est plus 100 €, ce sera 1000 €. Donc voilà, il faut avoir cette discussion-là en permanence, même dans le cadre d'un no-code, pour qu'effectivement on en fasse le juste nécessaire, quoi. Et donc on parle de lean manufacturing, ça vaut pour effectivement les développements, quoi. Vous le savez mieux que moi, messieurs. Et par rapport à la phase de test, du coup, vous avez fait comment? Vous avez tout déployé, tout testé sur des données réelles, ou sur des données un peu bidons, puis après sur des données réelles? Comment ça s'est passé? Oui, au départ du projet, tant qu'on n'a pas quelque chose de stabilisé, on est on le fait avec des données bidons. On fait quelques imports juste pour avoir un peu de données qui parlent. Voilà. Et puis ensuite, on les fait souvent au fur et à mesure du développement. Et puis à un moment donné, dès que l'application devient conséquente, ça nous permet aussi de voir tous les cas de figure et d'affiner les tests en question pour dire voilà, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, est-ce que ça répond à chaque fois? Et donc on affine comme ça au fur et à mesure les tests au regard du développement, quoi. Mais il y a effectivement parfois des points d'étape où on se dit ok, là maintenant ça devient complexe, on a besoin de poser les hypothèses et de rendre un peu plus costaud les tests qu'on doit faire derrière. L'avantage du no-code, c'est que on peut très très vite réagir sur une erreur éventuelle, etc. Donc c'est vrai que on pousse pas les sujets au même titre qu'on pourrait le faire quand on fait un développement pur. Ça, c'est quand même plus léger en général parce que moi j'estime qu'on peut se permettre de faire une erreur. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit bloquant, mais si ça fait pas A, ça fait A', c'est pas très gênant, ça se corrige vite, quoi. Voilà. Oui, tu parlais de
un petit peu une montée en charge. Tu as des applications qui tournent avec quel ordre de grandeur de données, de nombre de lignes, nombre de tables, etc. Et puis, est-ce que tu as pu constater à un moment un palier de performance, de réactivité Alors, effectivement, j'ai pas trop de problématiques de volumétrie. Pour le moment, sur les 2-3 ans, globalement, ça va. On a eu à un moment donné, quand même, cette année, des problématiques quand même de volumétrie. On l'a senti. Effectivement, on a discuté avec l'éditeur sur ce sujet-là et sur lequel il a travaillé. Parce qu'effectivement, on avait globalement quand même des ralentissements. On a quand même, malgré tout, des affichages qui sont moins responsifs qu'un outil qui serait développé code pur. Mais pour le moment, c'est pas un sujet bloquant chez nos clients. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus des millions de données pour le moment. Donc effectivement, ça fera partie peut-être des choses qu'on va remarquer peut-être plus tard, mais pour le moment, ça c'est pas. Quand tu parles de ralentissement en ordre de grandeur, tu étais plus sur sur du 10 000, lignes ou du 500 000 Cette année, on a eu sur une petite période, moins de 5 000 lignes des ralentissements. Mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu par ailleurs, au niveau du serveur, beaucoup de choses qui ont été intégrées, ralentissant les autres applications, puisque effectivement c'est un partage au niveau du serveur. Et depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de problèmes particuliers liés à l'accès. Celui qui génère le plus de données, on est sur quelques milliers de lignes. Maintenant, après, ces milliers de lignes sur une table, sur une autre, donc de façon globale, alors, TimeTonic travaillant sur des champs et sur des lignes, sur plusieurs milliers de lignes, mais j'ai pas des millions de lignes. Ouais. Oui, je parle des lignes, mais effectivement, tu as un nombre de champs, puis tu as les calculs qui sont. Les calculs et les liens qui sont. Les liens entre les tables qui peut coûter un peu. Ouais, qui peuvent ralentir, effectivement. Donc, voilà. Ouais. Comme tu disais, effectivement, il y a eu des périodes où on a même nous, avec peut-être plus petites tables, constaté des ralentissements, mais c'est des périodes où après, TimeTonic nous a expliqué qu'ils étaient en phase de déploiement d'autres serveurs, etc. Bon. Oui, tout à fait, oui. Notamment pour la partie HDS. Oui. Ouais. Voilà, donc ce que je voulais peut-être partager avec vous, c'était un autre sujet rapidement. Autour de la GM. Ouais, peut-être avant, j'aurais une petite question. Oui. Là, on voit, alors comme beaucoup d'outils no-code, TimeTonic évolue avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Est-ce que tu reprends des anciens projets en disant, tiens, la fonctionnalité, elle serait bien dans le projet là, je pourrais faire autrement, de manière peut-être un peu plus smart, ou est-ce que tu prends les fonctionnalités pour les intégrer au fil des nouveaux projets? Oui, ça m'arrive d'avoir des choses qui ont été faites et que j'estime être plutôt bien faites, en tout cas qui ne justifient pas de le remettre en cause, et dans ce cas-là, je prends des briques. Ouais. Sur la GMAO, où j'ai plusieurs cas d'usage, plusieurs sociétés, j'ai toujours un fonds qui est repris. Par contre, effectivement, il y a une adaptation derrière en fonction des besoins. Ça peut être des choses extrêmement simples, comme des choses beaucoup plus évoluées. Mais j'ai toujours une base de travail que je reprends. Ouais. Sur des automatisations, ça peut être le cas aussi. Par exemple, moi j'ai une table dans laquelle je stocke des icônes, ça me permet d'aller chercher sans avoir à rechercher. Donc il y a aussi une table paramètre que j'ai par défaut qui me permet de stocker une table
une table tiers, une table contact, une table des icônes qui me permettent d'illustrer le... Voilà. Donc il y a des choses qu'effectivement que je récupère d'une séance à l'autre. Donc ce que je voulais vous partager éventuellement, c'est autour de la GMAO. Alors on ne va pas faire une GMAO, mais c'est plus de se dire, nos clients qui ont été chercher des GMAO, ou en tout cas qui sont en recherche de GMAO, ils ne pensent pas forcément à Time Tonic du premier coup, évidemment, mais parce qu'ils ont cherché et pas forcément trouvé, ils sont venus à nous pour effectivement avoir une réponse, et souvent autour de la partie planning préventif. Voilà, et donc je voulais partager ça avec vous sur Time Tonic. Hop, juste le temps que je récupère ma souris. Oui, on a une question qui peut effectivement, on parle de GMAO, mais c'est pas forcément un terme qui peut parler de tout le monde. Pardon. Donc oui, c'est la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc ça peut être très vaste. Hein, de façon très classique, c'est une machine que je vais entretenir. Alors plutôt un équipement, puisque c'est pas forcément une machine, mais un équipement que je vais entretenir, ou sur lequel je vais avoir des interventions de réparation à faire. Et donc, voilà, on part généralement d'un parc d'équipements et on va derrière gérer un certain nombre d'actions, des interventions. Certaines sont au coup par coup, d'autres sont préventives. Par exemple, comme la voiture qui nécessite un entretien régulier ou des entretiens réglementaires, comme les contrôles techniques, eh bien, on va parler de préventif dans ces cas-là. C'est-à-dire des interventions qu'on peut planifier à l'avance dans le temps. Donc voilà, la GMAO, c'est ça en premier lieu, mais ça peut très rapidement évoluer vers tout ce qui est gestion des moyens généraux, avec les multi-sociétés, des multi-plateformes, etc., etc. Mais voilà, au niveau des entreprises que l'on a pu avoir, c'est vrai que la partie planning, ça reste un écueil, souvent parce que, quelle que soit la société, alors je ne parle pas des très grands groupes, mais même dans des grosses sociétés, ça reste un exercice. Et souvent, la partie maintenance, c'est souvent des services qui sont très contraints par le nombre de ressources et souvent contraints par il faut faire vite, et puis après il faut aller là, parce qu'on privilégie souvent le curatif au préventif, et donc du coup la partie préventive, souvent elle pêche parce que ça nécessite de prendre un peu de temps qu'on n'a jamais. Et donc là, l'idée, en fait, c'est d'essayer de réfléchir au no-code pour que cette partie planning puisse être à la fois ce soit facile à piloter et qu'on n'y passe pas du temps, et en même temps d'avoir un regard assez macro pour qu'on puisse dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire, et encore une fois, sans y passer trop de temps. Donc souvent, en fait, quand on fait... alors je vais vous passer, du coup, hop. Je vais vous passer sur Time Tonic, ce sera plus facile pour illustrer le sujet. Hop, voilà, c'est là. Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Je vais essayer de le grossir. Ouais, si tu arrives à grossir un petit peu. Voilà. Voilà, donc en fait, une GMAO simple, généralement, on va retrouver des équipements avec des pièces, des nomenclatures, des choses comme ça. Un certain nombre de choses côté paramétrage où on va gérer des périodicités, du personnel, un planning de ressources, des statuts, des métiers, enfin voilà, des zones de travail, des familles de pièces ou des groupes de pièces, éventuellement des procédures de maintenance, etc. Et donc ça, ces données de base-là, derrière, on va s'en servir pour gérer les interventions et donner
donner du contenu aux différentes interventions qu'on peut être amené à faire. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de se dire comment on peut manager un planning pour qu'il soit sous... Alors, le plus souvent, on le fait sous Excel, donc avec quelque chose d'un peu macro. À côté de ça, derrière, on va déclencher à la semaine ou sous 15 jours les différentes interventions que l'on va engager. Pourquoi alors, on pourrait très bien créer les interventions à l'avance, hein, c'est une des possibilités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un programme qui est déjà établi, eh bien, ce programme-là, on peut très bien se dire, pour l'année, j'ai déjà mon programme. Le problème, c'est que derrière, souvent, le préventif, malheureusement, ça fait partie des faits, on va privilégier le curatif, celui qui fait que derrière, on n'est pas bloqué. Et le préventif, souvent, il est décalé, reprogrammé, voire annulé, au regard des risques que l'on va évaluer, évidemment, à ne pas faire l'opération. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent très, très variable. Et donc, effectivement, si on crée un agenda d'entrée de jeu, comme on peut être amené à le faire souvent, on va passer notre temps plutôt à décaler et à déplacer les tickets. Là, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu macro, et par contre, de créer les interventions vraiment quand on décide de les engager. Et donc là, l'idée, dans Time Tonic, c'est de se retrouver avec ici un plan préventif. Alors, toc. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le bon curseur. Ah oui, c'est ma fenêtre qui n'est pas terrible. Ouais, j'ai un problème avec la fenêtre quand elle est grossie, j'ai l'impression. Ouais, dézoome un petit peu alors si ça... Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai... Voilà, donc en fait, ici, si vous voulez, j'ai un certain nombre d'équipements qui ont été... donc là, c'est un planning que j'ai préétabli d'une année à l'autre. Et derrière, en fait, l'idée... Excusez-moi, je dézoome. L'idée, c'est qu'on a de façon très macro et visuelle une idée de quelque part de notre planning et plan de charge. Alors, il n'y a pas d'effet de temporalité ou de charge d'heure, mais en tout cas de positionnement de chaque action semaine par semaine et de se dire, OK, on est semaine 35, qu'est-ce qui me reste à planifier? Enfin, qu'est-ce qui me reste à engager et qu'est-ce que je décide d'engager? Je peux très bien dire, celui-là, finalement, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Je vais le mettre plutôt là et je fais pas plus. Ça me sert à rien de créer quelque part un ticket, sachant que potentiellement je vais encore le décaler. Encore une fois, en mesurant les risques de faire ou de pas faire ou de décaler. Mais en tout cas, je ne fais pas plus de choses que ça pour gérer de façon macro mon planning. Et l'année prochaine, je peux très bien laisser en l'état, si par exemple cette machine-là, c'est un nettoyage mensuel, donc je pourrais très bien laisser en l'état et reproduire le même schéma l'année prochaine et de se dire, OK, si c'est une maintenance annuelle l'année prochaine, je suis censé le faire en semaine 40 2025. Donc finalement, mon schéma, il est déjà quasiment préétabli, ce qui me permet de gagner du temps. Et derrière, finalement, je fais que de l'arbitrage à minima. Donc ça, c'est vraiment la vision macro. Et derrière, en fait, de se dire, OK, maintenant, je vais engager mes actions et je vais décider de planifier. Par exemple, ici, on voit un petit éclair qui permet, en fait, de visualiser tout ce qui n'a pas été engagé à terme ou tout ce qui est en retard du fait de la précédente intervention. Alors, vous ne voyez pas bien, mais celle-ci est en 2023, alors qu'on est en 2024, elle aurait dû être planifiée, enfin, elle aurait dû être faite. Et donc là, je n'ai pas planifié et encore moins réalisé l'action. Et donc, en fait, tous ces petits éclairs me permettent de dire, OK, ça, c'est ce que j'ai à faire. Et ça, globalement, ça a été lancé au niveau de mes tickets. Donc là, c'est
je dirais, le planning semaine qui va prendre la suite. Donc là, en tant que manager, j'ai au moins celles-là qui sont à planifier court terme. Et donc là, je vais dire, OK, cette machine-là, eh bien, je peux l'affecter, donc je décide de l'engager sur la semaine 40. Et donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, semaine 40, qui c'est qui est disponible? Et donc là, on a un paramétrage dans une table qui permet d'affecter à l'avance le calendrier de chaque personne avec les horaires. Donc lui, il est du matin, lui, il est d'après-midi. Donc là, je vois qu'ils ne sont pas en congé, ni l'un ni l'autre. Et donc, du coup, je vais prendre Pierre ou Patrice sur le sujet. Et donc, sur la semaine 40, eh bien, je vais pouvoir dire, OK, à quel moment de la semaine je vais pouvoir l'engager. Donc là, je suis un peu plus précis puisque je travaille sur du court terme. Semaine 36, 37, 38, 39. Et donc là, par exemple, je vais saisir ce paramètre-là et je vais dire que globalement, il y a une demi-heure de travail, puisque la valeur, je la vois ici. Donc lui, ce qu'il a fait, il a positionné dans le temps et l'espace-temps le créneau horaire de la personne. Derrière, à moi d'ajuster ensuite l'heure de début et de fin, notamment de fin. Donc là, comme c'est une demi-heure, eh on va mettre... bon, je pourrais l'automatiser, hein, on peut pousser les sujets. Mais en tout cas, voilà. Donc, je l'ai programmé. Et là, je crée mon intervention en appuyant sur ce bouton-là. Si je mets un jour la donnée, donc la donnée, elle est passée en dessous au bénéfice des autres lignes qui sont à programmer. Et du coup, ma demande, je la retrouve ici, dans la partie ticket, avec tout ce qui est correctif, réglementaire ou préventif. Voilà, en lieu et place. Et donc, derrière, j'ai plus qu'à, je dirais, intervenir. Donc là, du coup, alors soit je reprogramme ce ticket-là, parce qu'effectivement, à très court terme, finalement, je ne peux toujours pas le faire et je peux le décaler. Et dans ce cas-là, je peux utiliser soit ce genre d'interface en termes de semaine. Et donc là, je peux dire, c'est plus Patrice, c'est un autre. Ou bien soit sous une autre forme. Donc là, tu es sur un tableau croisé dynamique. Hein. C'est vrai que dans Time Tonic, on a des tableaux croisés dynamiques qui sont éditables aussi. Voilà, tout à fait. Donc on peut effectivement, ça c'est pas mal, changer la personne, ou si ça aurait pu être un état hein, en attente, fait, pas fait, on aurait pu aussi faire ce genre d'exercice. Alors là, c'est quelque chose que je me demandais là, depuis un peu tous les écrans que tu nous montres, on est sur les vues classiques table. Est-ce que tu utilises beaucoup d'autres types de vues, et si oui, lesquelles les plus fréquemment? Alors, on utilise... alors, il n'y a qu'une vue que j'utilise très très peu, qui est le Gantt, mais parce que dans l'industrie, ça reste quand même un exercice de style. Tout le monde y pense, et au final, quand il s'agit de le gérer, on n'y va plus parce que ça prend beaucoup trop de temps. Alors, j'ai eu l'occasion de faire l'exercice pour une société, avec même un plan de charge derrière, mais c'est vrai que ça reste quand même plutôt chronophage, donc très souvent, on l'a ici, effectivement. Bon, la vue table, la vue Kanban avec des étiquettes, ça c'est... on l'utilise parfois pour faire, par exemple, du suivi de flux. Donc, par exemple, dans un petit atelier, l'idée, c'est que chaque personne, une fois qu'elle a fini son opération, elle pousse l'étiquette au poste suivant. Ce qui permet en fait au gestionnaire de voir tout de suite en temps réel où se situe le produit en fabrication. C'est vrai que le Kanban est pas mal pour ça. Enfin, en tout cas, nous, on a eu l'occasion de le gérer dans ce sens. Bon, la vue calendrier ou agenda, bien évidemment, c'est ce qu'on va voir juste après. La vue planificateur aussi, même si elle n'est pas forcément très sexy, je pense qu'elle mériterait d'être améliorée au niveau d'interface, mais elle est intéressante parce que elle permet de croiser à la fois la personne, la tâche qui est à réaliser, et tout ça dans le temps.
La vue géographique, on s'en sert aujourd'hui aussi pour visualiser des sites de maintenance avec ce qui est à faire, pas à faire, ou bien si c'est du correctif ou du préventif. J'ai une demande en cours qui est sur la géolocalisation. Là, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le faire dans TimeTonic pour le moment, mais en tout cas, la carte géographique est intéressante. Il lui manque deux choses, effectivement. La partie géolocalisation, mais qui demande... il faut arbitrer des droits derrière, la RGPD, et ensuite le fait de pouvoir calculer une distance entre un point A et un point B. Ce serait effectivement un plus, mais en tout cas, je l'utilise régulièrement. Et la vue croisée dynamique, je l'utilise très souvent avec un ou deux niveaux. Donc là, on est sur deux niveaux. Donc là, on est sur un statut en attente avec tout ce qui est derrière. Ça mériterait d'aller chercher même un troisième niveau parfois. Voilà. Et ce qui manque parfois aussi, c'est de pouvoir écrire quelque chose à ce niveau-là, comme quand on fait un suivi. Par exemple, moi, je l'utilise pour faire du pilotage. Par exemple, dans le cadre d'une CRM, le tableau croisé, c'est tout ce qui reste à faire par semaine, et donc d'utiliser quelque part le tableau croisé pour faire la synthèse du jour. Donc après, voilà, ça nécessite de travailler un peu différemment, mais de se dire, sur cette ligne-là, qu'est-ce qui reste à faire? Et donc là, on a une zone de commentaires pour dire, téléphoner à un tel, prévoir un rendez-vous, et donc derrière d'animer une réunion de pilotage avec une équipe. Voilà, donc voilà, sur cette partie-là. Donc bon, là je l'ai mis, j'ai écrit Kanban parce qu'à l'origine c'était Kanban, mais je l'ai transformé en agenda. Donc la possibilité de le voir sous forme au niveau du mois ou encore à la semaine. Donc je vais juste me positionner. Donc là, si je le mets à la semaine, bien évidemment, j'aurai quelque chose de plus pointu puisque effectivement je gère des heures et bien évidemment derrière la possibilité de rentrer à l'intérieur avec la notion ici de rubriques qui permettent de regrouper un certain nombre d'informations et d'accéder, avec ici la partie échange chat, entre guillemets, au sein de l'équipe, et de pouvoir ici aussi d'avoir le suivi des modifications. Ça, c'est aussi intéressant, ce suivi des modifications. Moi, je l'ai utilisé dans le cadre d'un CRM où effectivement, on a des champs qui vont évoluer en fonction d'un statut, etc. Et donc, effectivement, de se dire, tiens, recherche-moi tous les statuts, on peut voir à quel statut, comment le statut a évolué dans le temps. Et donc, on a tout de suite l'information au travers de suivi des modifications. Donc, c'est vrai que c'est une mine intéressante. Là aussi, ça nécessiterait quelques petits aménagements pour avoir une liste déroulante ou des petites choses comme ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour pouvoir faire du suivi dans le cadre d'un CRM. Moi, on l'a utilisé. Tu as fait tes commandes de nouveautés d'amélioration pour le Père Noël? Je fais des listes, ouais. Voilà, donc ce que je voulais vous partager, c'était cette capacité à traiter le sujet planning de différentes manières. On pourrait imaginer avoir créé des tickets, et au solde du ticket, de générer le prochain ticket en fonction de la fréquence de l'opération. Ça, c'est très souvent comme ça que ça se fait, mais voilà, le nettoyage mensuel, je termine, j'appuie sur un bouton et il me crée mon prochain ticket dans un mois. Sauf que si j'en ai énormément, comment je manage ça dans un agenda? Je passe mon temps à... Voilà. Et puis, ça ne m'offre pas forcément une vision aussi synthétique que ça. Voilà, donc, bon, c'est là où il faut être un peu malin pour se dire, voilà, dans quelle mesure on peut appréhender les projets. Bien évidemment, derrière, on a de l'automatisation, comme la création des interventions ici, ou
où effectivement, c'est là, quand j'appuie sur le bouton, ça me crée à la fois un enregistrement dans la table. Donc là, comme c'est masqué dans une table, et ça me supprime un certain nombre de valeurs en attente d'une autre action. Mais il y a aussi de l'automatisation sous Excel. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais qui permet d'aller faire d'autres calculs ou d'autres automatisations que ne peut pas faire TimeTonic. Là, par exemple, sous Excel, c'est soit de transformer de la valeur, soit, dans ce cas-là, de générer une alerte, ou non pas une alerte, mais de générer ici, si une alerte, pardon, je dis une bêtise, mais de générer une alerte en fonction de est-ce que la bulle est positionnée, est-ce que j'ai une demande qui a été créée, est-ce que, enfin voilà, et en fonction d'un certain nombre de critères sous Excel, derrière, j'ai une alerte qui peut s'enclencher. C'est vrai qu'on attend avec impatience les if dans les formules. Les nouveaux calculs arrivent bientôt, mais tu n'auras plus besoin d'Excel pour cet exemple-là. Là, ce sera Noël. Ouais, c'est effectivement, ouais. Après, voilà, ce qui est parfois un peu frustrant, parce que ça génère des colonnes supplémentaires, c'est pour le moment pas possible de faire dans les automatisations des comparaisons entre champs, ou de dire que si celui-là est supérieur à celui-là, tu me fais ça, ou bien le faire directement entre les cellules, entre elles, sans passer par une automatisation. Voilà, ça manque un peu. Souvent la recopie de données. Bon, enfin là je rentre un peu dans les détails, donc ceux qui connaissent pas TimeTonic, c'est un peu compliqué, mais typiquement ici la semaine avec un W36, sauf que parfois ça marche, d'autres fois ça marche pas. Donc ça, voilà, du coup ça nécessite quelques ajustements avec Excel ou avec... pas toujours évident, on peut le faire avec TimeTonic aussi, mais ça répond pas forcément complètement aux besoins. Mais bon, globalement, on arrive quand même à toujours trouver une solution grâce aux automatisations natives ou par le biais d'un Excel. Ce qui est pas mal dans l'Excel, par exemple, c'est quand on crée des emails et que l'email que j'ai généré, je puisse le raccrocher à la commande que sur laquelle j'étais. Par exemple, j'ai une commande, je veux envoyer un ARC, un accusé de réception à mon client. Je génère un mail, et l'idée, c'est que ce mail-là, je puisse le tracer avec un lien vers ma commande. Et donc, dans ma commande, de pouvoir tracer l'ensemble des mails que j'ai pu envoyer à mon client. Et donc là, aujourd'hui, j'utilise Excel et les formules d'extraction de texte pour pouvoir récupérer l'ID de ma commande et faire le lien entre l'Excel, entre ma commande et le mail. Parce que alors, la commande n'est pas envoyée via TimeTonic, c'est ça? Comment? La commande n'est pas envoyée via une automatisation TimeTonic? Si, elle est envoyée par l'automatisation email de TimeTonic, mais j'ai pas forcément le lien natif. J'ai pas le lien natif. Donc, du coup, je recrée le lien natif avec un automatisme sous Excel, avec une fonction d'extraction de données, parce que je vais lire l'objet de mon mail, par exemple. Donc c'est vrai que la puissance d'avoir un Excel derrière, c'est quand même pas mal, parce qu'on peut aller chercher vraiment et titiller pas mal de choses, même si toutes les formules Excel ne sont pas reconnues. Bon. Ouais. Et parfois on le sait pas. Et on comprend pas bien. Mais bon. Mais voilà, globalement quand même, c'est plutôt une bonne force, une belle force. Ouais, puis surtout quand on a des erreurs, on voit que ça marche pas, mais il n'y a pas de log, donc il faut interroger le support pour qui lui peut nous expliquer sans problème. Mais du coup, il y a un petit côté frustrant de se dire ah zut, ça marche pas, puis de pas avoir de piste, mis à part reprendre un petit peu tout ce qui fait qu'une autom va marcher, et puis se dire non, ben ça c'est bon, je check ça. C'est ça, puis on se remet en cause alors qu'il n'y a pas de raison. Donc on tourne en rond un peu pour rien, et c'est un peu, je te rejoins là-dessus, effectivement, ça peut être frustrant. Pour l'extraction, j'aurais plus pensé, tu vois, moi je serais passé sur du make derrière pour extraire les données ou éventuellement, mais c'est vrai que dans Excel, on fait pas mal de choses aussi. Ouais.
Et oui, moi j'utilise beaucoup une fonction Excel. Alors parfois, quand je me gratte un peu la tête, parce que la fonction est un peu complexe, bah, j'utilise l'IA pour me faire, pour me sortir la bonne formule. Donc, mais c'est vrai que, en fait, c'est pour ça que je vous disais au départ, nous, on est plutôt exclusif, ce qui quelque part, on essaye vraiment de ne pas avoir le choix que de rester dans Time Tonic, pour éviter justement de faire des choses trop facilement par ailleurs. Parce qu'il faut évidemment derrière maintenir tout ça. Donc c'est vrai qu'on le fait vraiment que si on n'a pas le choix. Par exemple, effectivement, envoyer un SMS, bon ben là on va être obligé d'utiliser du Zapier par exemple, plus un outil web pour le SMS. C'est vraiment qu'on voilà, on a Mindy par exemple pour la partie ossérisation de documents. Bon ben voilà, on utilise Mindy parce que Time Tonic ne sait pas ossériser nativement un document. Et, du coup, ce serait quoi ta fonctionnalité préférée ou la fonctionnalité que tu utilises le plus dans Time Tonic? Ce que j'utilise quasiment tout le temps, c'est l'automatisation de création ici. Voilà, de création. C'est ici, effectivement, c'est ce que j'utilise le plus, de pouvoir créer automatiquement dans des tables à droite et à gauche. C'est vrai que au démarrage, quand on a commencé, ça faisait pas partie c'était pas natif, ça n'existait pas. Donc on avait trouvé des solutions, mais à chaque fois, j'arrivais pas à les reproduire tellement c'était trop bizarre. Donc effectivement, depuis qu'on a cette fonction-là, c'est quasiment tous les sujets. Je l'intègre quasiment sur tous les sujets, quoi. Voilà, après, le fait d'avoir une carte géographique, un tableau croisé ou un formulaire, un tableau, un Kanban, etc., globalement, on arrive toujours à trouver le bon compromis en termes d'usage et d'interface. Donc cette richesse fonctionnelle-là est pas mal. La partie mail aussi, ce qui permet de... Voilà, ce qui manque, c'est la synchronisation avec les agendas. Ça, ce sera un vrai plus aujourd'hui demandé par les clients. Un peu comme pour les mails, on peut synchroniser les mails, effectivement, les avoir dans Time Tonic. La même chose pour l'agenda, ouais. Oui, tout à fait. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous, s'il y avait éventuellement d'autres questions. Non, je ne sais pas de ton côté, Marco. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Pour moi, c'était clair. Hein, tu as répondu à pas mal de questions déjà. On a vu pas mal d'usages différents déjà. Ouais. Je pense que tu auras encore d'autres choses à nous montrer pour une prochaine émission. Hein. Je pense qu'il y a encore de la matière. Oui, il y a... les nomenclatures, des prix de revient, effectivement, on peut faire pas mal de choses. Je peux arrêter le partage de ton écran, du coup? Oui. Ouais. Hop, ici. Ouais, voilà. Si tu arrives à te rapprocher un petit peu, ouais, parce qu'effectivement, là... C'est vrai que c'est le fil de Non, confidentialité. J'ai un problème de stabilité, ouais. Non, super session, présentation, là, avec, je pense que ça, enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que ça change un petit peu de cas d'usage de ce qu'on a l'habitude de voir sur les outils no-code, donc c'est super cool. Alors, est-ce que la carrosserie Artière sait qui passait dans le Twitch de No-Code France aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ça se trouve, il nous regarde peut-être. Hein, un bonjour, c'est maintenant. Donc, un bonjour à Florian si effectivement il est là. Merci Eric. Hein. Eh bien, avec grand plaisir, et puis en espérant que ça ait pu amener quelques idées ou une plus grande vision sur ce que peut offrir la plateforme et sur le no-code en général, quoi. Voilà, puis merci à vous pour le soutien et le support magistralement servi.
Mais bon après-midi. Merci. Ouais. Donc, Merci à tous. prochaine session, alors on n'a encore pas de thème, donc si vous avez des... Ça me fait penser, Marcel, qu'on a un peu dit que je jouais que voilà, Jérôme aurait bien aimé être là, mais qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Hein. Il sera là à la prochaine session. Un impératif, bon voilà, mais on espère qu'il va regarder le replay. On lui fera une interro. C'est ça. Donc, prochaine session, jeudi 3 octobre, donc à 13h. Si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous savez où nous joindre, que ce soit sur le Slack des Time Toniciens, le Slack de No Code France ou sur LinkedIn. C'est avec plaisir qu'on recevra vos propositions. Voilà. Et s'il y en a trop, on fera le tri entre les différentes sessions. Voilà. En tout cas, merci. Merci Marco, merci Eric. Une fois de plus, Eric, super. Avec plaisir. C'était sympa. Et puis, ben, Bon après-midi. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi.